La direction de Talbot annonce le lock-out de l'usine de Poissy à partir de lundi. Dès cette date, les ateliers seront fermés et les salaires ne seront plus payés. Atmosphère très tendue en Cisjordanie après les 2 attentats anti-arabes commis par un groupe terroriste juif. Conséquence de la répression militaire de ces dernières années en Argentine, de nombreuses victimes ont été découvertes dans des tombes clandestines à travers tout le pays. La météo du week-end de la nouvelle année, attention au brouillard sur les routes pour les retours de vacances. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affrontement qui oppose les syndicats de Talbot à la direction de l'usine de Poissy s'est encore durci cet après-midi avec l'annonce par cette direction que l'usine sera fermée et que le personnel cessera d'être payé à partir de lundi. C'est la seconde fois que la direction de Talbot brandit ainsi l'arme du lock-out dans ce conflit devenu symbolique de l'usine de Poissy. Sur place, Martine Juste. Nous allons continuer la lutte et nous la continuerons lundi matin. Bon, dans ce cas, il n'y a plus qu'à se retirer. Nous nous retirons. Nous nous retirons et nous vous laissons en face de votre responsabilité, de grave responsabilité. Merci. 7 heures ce matin. Pour la seconde fois en 2 jours, 500 salariés convoqués par la direction pour remettre les locaux en ordre se présentent à Poissy. Pour la seconde fois, ils se heurtent au barrage opposé par la CFDT. 12h30, la direction annonce que dès lundi, les salaires ne seront plus payés. L'usine est pratiquement vide, froide. Au fond de l'atelier B3, le seul qui soit occupé, les syndicats réagissent. C'est une situation qu'on aurait pu éviter par la négociation. La direction a profité de la position irresponsable de la CFDT de bloquer les portes pour mettre 17 000 salariés à la porte. La CGT appellera ensuite les 17 000 salariés à se présenter lundi devant les ateliers. Juste à côté, la CFDT fera de même. Fatigués, après des journées de veille, les occupants attendent, apparemment désemparés, mais avec quand même un soupçon d'espoir. Est-ce qu'on peut s'en sortir d'ici lundi? Pourquoi pas? Dernièrement, il y a eu en 48 heures un accord que je vous dis qu'il a été rejeté. J'espère que cette fois-ci, il ne sera pas signé sur le dos des ouvriers. On donnera nos moyens de nous consulter quand même. Pendant ce temps, à Paris, Edmond Maire adressait une lettre à Pierre Mauroy pour que des négociations s'ouvrent d'ici lundi. N'interprétez pas notre non au licenciement comme non, nous ne voulons rien bouger, nous ne voulons rien savoir. Nous vivons dans une autre époque. Nous ne regardons pas ce qui se passe à travers le monde. C'est le contraire de cette attitude-là. Nous voyons les choses, mais nous voulons les traiter autrement. Nous ne voulons pas les traiter en rejetant, sans formation, sans possibilité d'emploi, des salariés qui ont passé leur existence, une partie de leur existence, de leur capacité, de leur force, de leur intelligence dans l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui. À notre avis, ce type de discours, de proposition et d'action collective devrait être entendu. Il le sera un jour ou l'autre. Henri Krasuki a lui aussi demandé à Pierre Mauroy d'intervenir. À Poissy, on attend, y compris une éventuelle expulsion des locaux par les forces de l'ordre. Oui, M. Bergeron demande à M. Bérégovoy de réunir direction et syndicats. Selon le leader de Force ouvrière, si une issue n'est pas trouvée rapidement, il est à redouter que des heurts entre les salariés se produisent. Enfin, du côté du Premier ministre, à l'hôtel Matignon, on indique ce soir que des décisions devraient intervenir assez rapidement. Social toujours avec l'annonce du relèvement du SMIC à compter du 1er janvier 1984, c'est-à-dire après-demain. Le taux horaire de ce salaire minimum passe de 22 francs 78 au lieu de 22 francs 33. Quant au minimum mensuel, il sera à partir de cette date de 3 948 francs et 46 centimes au lieu de 3 870 francs et 46 centimes au 1er octobre dernier. Cela représente un relèvement de 2%. Et puis à noter également que le métro et les autobus parisiens seront à nouveau touchés par la grève le dimanche 1er janvier, comme ils l'avaient déjà été le jour de Noël. Les syndicats réclament en effet que les agents qui travaillent les jours fériés reçoivent une compensation. Cela dit, je vous rappelle que la grève de Noël n'avait été que très modestement suivie et que 70% du trafic avait été normalement assuré. À l'étranger, 2 nouveaux attentats ont été commis ce matin dans la ville de Hébron, en Cisjordanie. Ils ont été revendiqués par un groupe terroriste juif qui s'intitule TNT et ils visaient 2 mosquées de la ville sainte. Des attentats qui interviennent au moment même où le gouvernement israélien doit se prononcer sur des mesures qui prévoient l'arrêt des implantations juives en Cisjordanie. Le point avec notre correspondant en Israël, Charles Anderlin.
Comme ces derniers mois, les attentats anti-arabes en Cisjordanie visent surtout les institutions religieuses. Ce matin, des grenades de fabrication israélienne ont explosé devant l'entrée de 2 mosquées à Hébron. Par chance, il n'y a qu'un blessé léger. Ces attaques ont été revendiquées par l'organisation TNT, terrorisme juif contre terrorisme palestinien. Les autorités n'ont pas réussi à la démasquer et recherchent toujours les auteurs des récents attentats anti-arabes comme celui de l'université islamique de Hébron qui avait fait en juillet dernier 3 morts et une vingtaine de blessés. Pour la population palestinienne, TNT serait une émanation clandestine des implantations israéliennes en Cisjordanie, ce qui est démenti par les responsables de ces localités. Ils sont avant tout, disent-ils, préoccupés par la réduction des budgets mis à leur disposition par l'État. L'armée et la police sont en état d'alerte, craignant une recrudescence du terrorisme dans les 2 camps. Une bombe a été désamorcée en fin de matinée dans un autobus de Jérusalem. Oui, le 6 décembre dernier, vous vous en souvenez sans doute, une pareille bombe avait causé la mort de 6 personnes dans un autre autobus, toujours à Jérusalem. Israël, donc, où Valéry Giscard d'Estaing effectue actuellement une visite privée, une visite d'autant plus intéressante que l'ancien président français ne s'était pas rendu dans ce pays lorsqu'il était à l'Élysée. M. Giscard d'Estaing a visité pour cette première journée le mémorial érigé à la mémoire des 6 millions de juifs morts dans les camps de concentration nazis. Le compte-rendu de Patricia Chardelet. Les Israéliens n'ont pas oublié que Valéry Giscard d'Estaing n'est pas venu chez eux lorsqu'il était président de la République. Ils se souviennent également de ses prises de position en faveur de l'autodétermination du peuple palestinien. Ils observent donc avec beaucoup d'attention et jusqu'à présent avec une certaine discrétion tous les faits et gestes de l'ancien chef de l'État français dans leur pays. Valéry Giscard d'Estaing a donc choisi de commencer son voyage par le mémorial des 80 000 juifs français déportés. Votre présence, lui a dit Serge Klarsfeld, témoigne de la sympathie à l'égard du peuple juif que nous avions pu apprécier lors de votre pèlerinage à Auschwitz. C'est sur le livre d'or de ce mémorial ô combien impressionnant de Yad Vashem, retraçant l'histoire des 6 millions de juifs exterminés dans les camps nazis, que Valéry Giscard d'Estaing a écrit cette phrase « Puissions-nous inspirer à jamais à la jeunesse du monde l'horreur de cette horreur ». Deuxième aspect de ce voyage, le pèlerinage en Terre Sainte. Après Bethléem hier, l'ancien chef de l'État français s'est rendu ce matin sur le mont des Oliviers. Pourquoi n'êtes-vous jamais venu en Israël quand vous étiez président de la République? C'est une question qu'on m'a souvent posée et je ne suis pas venu en Israël parce que je souhaitais que ce soit un événement important pour la paix au Proche-Orient. Vous savez que la politique qui a toujours été la mienne est de considérer que l'avenir de cette région vitale du monde, cet avenir passe par la paix. Et je souhaitais que la France soit associée à un événement de la paix au Proche-Orient. Aucun de mes prédécesseurs n'était venu en Israël, donc c'était la première visite d'un président de la République française et je voulais que ça ait un sens historique. Et au cours de cette période, malheureusement, il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas eu d'événement qui permettait d'associer cette visite à un geste ou à une initiative importante pour la paix. C'est pour ça que je n'ai pas eu l'occasion de venir. La présence américaine à Beyrouth est de nouveau au centre des débats aux États-Unis après la remise en milieu de semaine d'un rapport du Pentagone qui met en cause la politique du président Reagan au Liban. Et c'est aujourd'hui le président de la Chambre des représentants qui annonce son intention de réunir en début de semaine les principaux chefs de file de son parti, le Parti démocrate, de façon à réexaminer le soutien apporté jusqu'alors à la politique de la Maison-Blanche dans cette région. Alors ce problème du désengagement des contingents de la force d'interposition installée au Liban se pose d'ailleurs de la même façon pour les autres pays participants qui apparaissent aujourd'hui de plus en plus embarrassés. À commencer par l'Italie qui semble maintenant chercher le meilleur moyen de se sortir du bourbier libanais. Gérard Sebaille. Si les Italiens sont effectivement ceux qui ont le plus clairement manifesté leur désir de quitter le Liban, Américains, Français et Britanniques se posent la question de savoir quel a été le résultat de cette force multinationale, théoriquement force de paix, mais qui, de plus en plus prise dans l'engrenage, a été contrainte de se livrer elle-même à des actes de guerre. Au Proche-Orient, la guerre s'éternise partout, par manque de compréhension et surtout de dialogue.
Dans cette région du monde où la vengeance, cette vendetta horrible de 10 tués pour un tué est la seule loi, Français et Américains n'ont pas réussi à rompre cette chaîne, ils ont même été aspirés par ce tourbillon. Il est vrai qu'il est difficile de voir mourir les siens sans réagir. Résultat, inefficacité de la force multinationale, si ce n'est de soutenir la légalité du président Gemayel. Les Américains, depuis leur arrivée au Liban, ont eu 259 morts, les Français 82. Alors, aux États-Unis, où le souvenir de la guerre du Vietnam est encore vivace, les pressions sur le président Reagan vont être de plus en plus vives. Le mouvement pour un retrait prend de l'ampleur. Le chef de l'exécutif américain, qui va entrer dans une période électorale, sera obligé d'en tenir compte. Il affirme lui-même « Nous resterons tant qu'il y a l'espoir d'une réconciliation ». Mais il faut reconnaître que cet espoir est de plus en plus mince. Si les GIs et les Italiens partent, les Français ne pourront rester seuls. Cette décision de partir est certainement très difficile à prendre, surtout moralement pour la France qui a des liens affectifs avec le Liban. Mais l'image de nos soldats est en train de se dégrader. Accueillis avec des fleurs, aujourd'hui, être près d'une position française est devenu un danger pour les populations civiles en raison des attentats dont les soldats de la paix sont l'objet. Victoire d'une forme de terrorisme, peut-on l'accepter? Non. Mais peut-être faut-il aussi comprendre que la clé de la paix au Liban n'est pas à Beyrouth, mais surtout dans les capitales des pays limitrophes, et qu'il faut agir en conséquence. En Argentine, de nouvelles tombes clandestines ont été découvertes en plusieurs endroits du pays. C'est grâce à des dénonciations adressées aux tribunaux que ces tombes ont pu être repérées, notamment aux alentours de la capitale Buenos Aires. Une trentaine de corps de ce que l'on a longtemps considéré comme des disparus ont ainsi déjà été exhumés. Bernard Benjamin. C'était au temps de la dictature militaire en Argentine, c'était il y a quelques semaines. Les mères et les grands-mères de disparus tournaient comme chaque jeudi autour de la place de Mai, leur façon à elles de demander au gouvernement ce qu'étaient devenus leurs fils et leurs petits-fils. Leur question commence à recevoir un début de réponse, une réponse qui se trouve dans les cimetières. À Villegas, par exemple, au nord de Buenos Aires, plus exactement dans le secteur 0 de ce cimetière, celui où personne ne vient jamais. Ici se trouvent enterrées des dizaines de personnes victimes de ce phénomène atroce créé par les généraux argentins, la disparition. Ce sont les seules traces de cette guerre sale, selon l'expression même des généraux, une guerre qui a fait 30 000 victimes en l'espace de 7 ans de pouvoir militaire, des croix anonymes frappées du NN masculino, sans nom masculin, et l'année de la mise en terre. Mais il y a plus fort encore depuis l'élection de Raúl Alfonsín. Avec la démocratie retrouvée, les langues se délient, encouragées par le pouvoir qui veut faire toute la lumière sur cette période noire de l'Argentine et chaque jour apporte son cortège d'horreur que révèlent les exhumations de fausses communes clandestines. Ici, au cimetière de Rafael Calçada, on a découvert il y a 2 jours une trentaine de corps. Leur point commun, des traces de balles dans le crâne, les mains coupées, les prothèses dentaires enlevées. En fait, les militaires argentins avaient pris toutes les précautions pour empêcher l'identification de leurs victimes. À tel point que les mères de la place de Mai se retrouvent devant un nouveau drame. Elles risquent de ne jamais savoir si leurs enfants ne font pas partie de ces charniers que l'on découvre au fil des jours. Pourtant, elles refusent de baisser les bras et préfèrent continuer à se battre. Si je pensais que mon fils était mort, je ne serais pas de ce combat. Mais j'ajoute immédiatement quelque chose. Si mon fils est déjà mort, et s'il reste un seul enfant à sauver, eh bien il sera un peu le mien. C'est pourquoi, pour connaître la vérité, je vais continuer à me battre. La vérité risque fort de se trouver dans des cimetières comme celui-ci. Il y en aurait au moins une 12aine répartis sur l'ensemble de l'Argentine. Leur existence est aujourd'hui révélée par des centaines de dénonciations qui affluent devant les tribunaux. Elles proviennent toutes d'Argentins, aujourd'hui libérés de la peur.
Les choses vont donc très vite aujourd'hui en Argentine, quelques semaines seulement après l'élection du nouveau président de la République, M. Alfonsín. Et le secrétaire général des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar, a estimé que le retour de l'Argentine à la démocratie pourrait avoir un effet multiplicateur et être suivi par d'autres pays latino-américains. C'est par exemple le cas du Chili, où plusieurs manifestations se sont déroulées ces jours derniers. Patricia Coste. On n'avait jamais vu cela au Chili, un rassemblement de femmes. Elles étaient 8000 hier soir dans le grand théâtre de la capitale. De tous horizons politiques, démocrates chrétiennes, intellectuelles, ménagères ou gauchistes. La traditionnelle capacité des Chiliens à s'organiser reprend de plus belle après les spectaculaires manifestations de rue en mai et en août dernier et malgré les offres récentes de négociation du gouvernement. Où est le travail qui nous permet de construire et de se nourrir, dit-elle. Il y a officieusement 30% de Chiliens au chômage actuellement. Les femmes ont aussi demandé la démocratie pour tout de suite et non pas pour demain. Le général Pinochet veut se maintenir au pouvoir jusqu'en 1989. En attendant et en réponse, des autopompes ont dispersé les manifestantes. Le prestigieux quotidien britannique Le Times se brossait hier un long portrait de François Mitterrand. Selon l'auteur de ce portrait, qui a déjà écrit en 1981 un livre sur la gauche française, l'expérience socialiste repose désormais entièrement sur le président de la République. L'auteur rend ainsi hommage à la longue marche de François Mitterrand vers le pouvoir. Il considère l'alliance avec les communistes comme une preuve de sagesse politique. Il analyse par ailleurs les erreurs du président, d'abord sa relative ignorance de l'économie, mais aussi le manque d'expérience des ministres et les querelles entre les diverses factions du Parti socialiste. Selon notre confrère, l'avenir repose donc aujourd'hui sur la personnalité du chef de l'État. Il faut bien reconnaître que ces 6 derniers mois, François Mitterrand n'a pas hésité à monter sur la ligne de front pour expliquer et éventuellement justifier la politique menée par son gouvernement. Albert Duroy. C'est après la défaite de la gauche aux élections municipales de mars que le chef de l'État décide de contre-attaquer lui-même. Alors qu'il était jusque-là très avare de ses interventions directes, il accepte le 8 juin l'invitation du journal d'Antenne 2. C'est l'occasion pour lui de manifester vigoureusement son autorité, face notamment à la fronde des policiers contestataires qui sont descendus dans la rue, face aussi à l'indiscipline de certains socialistes qui critiquent la politique de rigueur. Le front économique est le plus difficile, voilà François Mitterrand en septembre sur TF1 qui analyse les qualités mais aussi les défauts de la politique économique du gouvernement et s'engage à diminuer le poids des prélèvements obligatoires. Puis c'est la situation internationale qui se tend. Beyrouth, le Tchad, l'installation des Pershing, la montée du pacifisme. La pièce maîtresse de la dissuasion, c'est moi, explique-t-il le 16 novembre sur Antenne 2. Cet effort d'explication pour tous se double de descentes sur le terrain, dans tous les points chauds, à la cité des 4000 de la Courneuve, aux Minguettes, près de Lyon. Mais aussi des descentes dans les entreprises, en privilégiant celles qui sont en pointe, parce qu'elles exportent, parce qu'elles innovent, parce qu'elles aménagent les horaires de travail ou favorisent les relations sociales. Pour la gauche, qui a longtemps méconnu le monde de l'entreprise, le message est très clair. Enfin, c'est le geste le plus spectaculaire. Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à 56 soldats français, le président est à Beyrouth. Il pouvait difficilement montrer avec plus de netteté qu'il assumait la responsabilité des engagements les plus périlleux de la France. Tout cela, en 6 mois, s'est ajouté aux tâches plus traditionnelles comme les voyages en province ou à l'étranger. Des interventions aussi fréquentes sont-elles opportunes, efficaces, dangereuses? Opportunes, le problème n'est pas là. Les élections partielles et les sondages sont si mauvais depuis le début de l'année que le président n'avait pas le choix. Efficace, il est encore un peu tôt pour le dire, mais ces dernières semaines, les baromètres de la popularité présidentielle se sont un peu redressés. Dangereuse, oui, évidemment, si sur tous les fronts, politiques, économiques, internationaux, la situation devait se dégrader. Le chef de l'État en subirait alors personnellement les conséquences.
Cette volonté présidentielle de porter sa politique et sa majorité à bout de bras est le résultat d'une nécessité et donc aussi le signe d'une faiblesse. Faiblesse des forces politiques de gauche, faiblesse du gouvernement qui ne parvient pas à mobiliser l'opinion. C'est pour cela que ce comportement présidentiel ne peut pas durer éternellement. Dans le cadre des institutions, il est anormal que le chef de l'État soit exposé à ce point. Les mois qui viennent seront durs et l'autorité présidentielle risque de s'effriter si le relais n'est pas assuré par des partis plus disciplinés et plus offensifs, par des ministres plus solidaires et plus convaincants. On saura très rapidement en 1984 si ce relais est pris et par qui. Le Conseil constitutionnel a annulé 2 articles de la loi de finances pour l'année 1984. Le premier permettait aux agents de l'administration des impôts de perquisitionner pour rechercher des infractions en cette matière. Quant à la seconde annulation, elle concernait quant à elle le chapitre qui permettait de rémunérer les personnels enseignants d'établissements privés pour le cas où ils seraient titularisés. C'est une décision importante puisqu'elle remet en cause l'une des 5 propositions avancées par le gouvernement au sujet de l'enseignement privé. Les responsables de l'enseignement catholique ont d'ailleurs pris acte avec satisfaction de cette décision qui va dans le sens de leurs revendications. Il faut toutefois noter qu'il ne s'agit que d'une question de procédure. L'Union soviétique vient de lancer 6 satellites en l'espace de 24 heures, des satellites de navigation pour l'essentiel et qui doivent permettre, selon Moscou, de déterminer la position des avions civils, de même que celle des cargos et des bateaux de pêche soviétiques. Reste que ce lancement en rafale ne peut manquer d'être rapproché d'un rapport officiel américain. Cela pourrait passer pour une plaisanterie, mais c'est pourtant tout à fait sérieux. Selon une étude réalisée par le Parlement américain, l'Union soviétique se préparerait à coloniser la Lune en y installant des stations de peuplement permanent. Les explications de Patrick Esther. Ces 2 astronautes n'étaient pas les premiers, mais les derniers à avoir mis les pieds sur la Lune. Ce vol, Apollo 17, date maintenant de plus de 10 ans. Depuis cette course à la Lune, Américains mais aussi Soviétiques semblaient se désintéresser de cette planète, en apparence seulement. Aujourd'hui, selon un rapport du Congrès des États-Unis, les Russes développent un vaste programme qui devrait aboutir à l'installation de colonies sur la Lune et même sur Mars. Des centaines d'hommes et de femmes vivraient alors plusieurs mois dans ces bases ou à bord de stations orbitales géantes. Pendant les 12 dernières années, les stations Salyut ont permis aux Soviétiques de maîtriser la technique des vols de longue durée, dont ils détiennent le record absolu avec un voyage de 211 jours. Au total, les cosmonautes soviétiques sont restés 3 fois plus longtemps dans l'espace que les astronautes américains. D'autre part, lors de leur dernier vol, et malgré les problèmes de la station, Liarov et Alexandrov ont fait une démonstration d'assemblage de panneaux solaires dans le vide cosmique. La preuve que les soviétiques peuvent déjà assembler des stations géantes en orbite autour de la Terre. Des stations qui seraient lancées par une nouvelle fusée, construite dans le plus grand secret, et dont on dit déjà qu'elle serait la plus puissante du monde. Selon les Américains, ce système serait complété par une navette existant déjà et dont les Soviétiques gardent aussi jalousement le secret. Dans les faits, rien ne s'oppose donc à ce que les Soviétiques installent dans les 20 ans à venir des colonies de population sur la Lune ou sur Mars. On peut simplement s'étonner du fait que ce soit les Américains qui l'annoncent. Un geste peut-être pas si désintéressé que cela, puisqu'actuellement, Ronald Reagan essaye de trouver 8 milliards de dollars pour une station orbitale complémentaire à la navette américaine. Le vieux truc de l'épouvantail que l'on agite. C'est dimanche matin que doit démarrer le rallye Paris-Alger-Dakar. Le Paris-Dakar, comme on l'appelle, est devenu en quelques années un événement sportif de première dimension. C'est tout à la fois le champ de bataille des constructeurs de voitures et de motos, et aussi parfois un événement un peu mondain, où l'on trouve des vedettes du volant et des vedettes de l'écran. Mais le Paris-Dakar, c'est aussi parfois le théâtre de drames comme la mort de ce motard néerlandais en plein cœur du Sahara. Cela dit, aujourd'hui, entre la place de la Concorde et le bois de Vincennes, et avant d'entrer dans le vif du sujet dimanche, le Paris-Dakar, c'était d'abord l'événement mondain. Lionel Chamoulot. 400 véhicules, 1200 concurrents, 12 000 km entre Paris et Dakar du 1er au 20 janvier. Thierry Sabine a encore augmenté la difficulté. Les concurrents découvriront 2 nouvelles contrées jamais encore visitées par le rallye, la Sierra Leone et la Guinée. Restons au rayon nouveauté de l'édition 84.
Après avoir fait sensation en 81 en engageant une Rolls-Royce, Thierry de Montcorgé part sur ce prototype genre Mad Max, moteur V8, 360 chevaux, 6 roues dont 4 motrices. Nouveauté et couple vedette, première participation pour Michel Sardou aux côtés de Jean-Pierre Jabouille, dont c'est le retour à la compétition après sa blessure. Couple attraction, Georges Houel, le moins jeune des concurrents, 71 ans, et Jean-Loup Chrétien qui passe de l'espace au désert. Certains stages d'entraînement qu'on fait dans le cadre de l'entraînement, soit pour les pilotes, soit pour l'espace, se fait dans ce genre de terrain. Alors, hormis la mécanique, je vous dis, le reste, il y a quand même des points communs, heureusement. Les habitués maintenant. Le vainqueur de l'année dernière, Jackie X. Il a quitté Mercedes pour mettre au point une Porsche 4 roues motrices. Un super pari. Les ingénieurs ont produit la voiture du Paris-Dakar. Et Claude Brasseur, en bon équipier, a lui aussi dû faire des efforts pour être compétitif en perdant du poids. À moi seul, d'un seul coup, sur l'équipage de l'année dernière, il y a 15 kilos de moins sur la voiture. Alors je trouve que c'est quand même la moindre des choses. X Brasseur, c'est l'équipage favori, ainsi que Medj Lemoine, également sur Porsche. Dans la catégorie des motos, les écuries favorites restent Honda et BMW. BM avec entre autres Hubert Auriol, 2 fois vainqueur de l'épreuve. Honda avec Cyril Neveu, l'homme aux 3 succès. Mais avant même le départ, un abandon. Roger Bain, un Belge de 46 ans, a laissé tomber sa moto sur son pied en la rangeant. Monsieur Bain est chausseur orthopédiste à Bruxelles. C'est souvent l'expérience de la navigation et un sang-froid à toute épreuve qui fait la différence dans les rallyes de ce type. Des vertus que nous autres pauvres automobilistes plus communs, nous n'avons pas forcément. Et c'est pour nous aider à conduire tout simplement, plus prudemment, que les responsables de la sécurité routière tentent une expérience sur une portion de l'autoroute Lyon-Chambéry. L'autoroute A43 entre Lyon et Grenoble, immédiatement après le péage de Saint-Quentin-Falavier, une expérience destinée à améliorer la sécurité. Elle consiste en la mise en place, sur une distance de 4 km, de chevrons marqués sur le sol et de panneaux explicatifs. Sur les autoroutes, les accidents dus à un défaut d'évaluation de la distance de sécurité sont relativement très nombreux. Les gens ont pris l'habitude d'une distance de sécurité relativement faible, celle du réseau ordinaire, l'appliquent sur l'autoroute alors qu'on roule plus vite. Et nous avons donc des accidents de ce type. Là, c'est une petite aide avec ces chevrons marqués sur la chaussée qui permet au conducteur de vérifier, s'il ne voit qu'un chevron entre son véhicule et le véhicule précédent, qu'il est trop près, et s'il en voit 2, qu'il est à la bonne distance. C'est extrêmement simple. L'essentiel doit se trouver dans la bonne adhésion de l'ensemble des conducteurs à des règles de comportement qui sont des règles de comportement et qui ne sont pas des règles juridiques. Donc dans ce domaine, ne pensez pas que j'aurai dans ma ministère des projets de réglementer dans le détail la distance de sécurité. Ce ne serait absolument pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est que par tout moyen approprié, on apporte au conducteur une meilleure compréhension des risques courus quand on sous-estime et une meilleure capacité d'évaluer la bonne distance pour lui et par lui. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta qui nous annonce le retour des brouillards. Oui, et c'est vraiment l'ironie du sort. Au moment où nous passons d'une année à l'autre, au moment où nous aimerions être clairvoyants, vous l'avez dit Bernard, c'est le brouillard, nous ne voyons rien. Quel brouillard épais, tenace et localement givrant. La visibilité, on n'a plus qu'une visibilité de 50 mètres et en plus la chaussée risque d'être glissante. Soyez prudents donc sur les routes. Ce matin, il a fallu saler la nationale 4 et la nationale 44. Alors récapitulons la situation météorologique pour ce week-end sur notre carte. Brouillard donc, et je crois que nous ne le lirons jamais assez. Brouillard partout demain matin. Aucune région ne sera épargnée. Ce brouillard persistera toute la journée à l'est, de la Picardie à la Bourgogne-Franche-Comté. C'est là qu'il sera localement givrant. Dans l'après-midi, sur la moitié ouest, de belles éclaircies se développeront. Et sur le quart sud-est et la Corse, ce sera du beau temps car le vent de nord va se lever. Cela dit, le baromètre est en hausse. Quant au thermomètre, il reste stable. De 5 à 12 degrés sur la moitié nord, de 10 à 17 degrés sur la moitié sud. Ces prévisions pour le sud sont peut-être même pessimistes car on a relevé encore cet après-midi 21 degrés à Pau. Demain, nous serons le samedi 31 décembre. Le soleil se lèvera à 8h46, se couchera à 17h01. Est-il besoin de vous rappeler que ce sera la Saint-Sylvestre ?
Le temps est venu de refermer ce journal. Vous retrouverez Claude Sérillon à 22h50 pour les toutes dernières informations et Daniel Bilalian pour Antenne de Midi demain à 12h45. Je vous souhaite une excellente soirée.